Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la Jaguar, dernière console d'Atari et son pad à clavier qui pouvait rappeler celui de l'Intellivision. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous pencher sur son hardware qui fut à la base de la soi-disant première console 64 bits. Atari, acteur historique du jeu vidéo depuis 1972, s'était lancé à corps perdu dans l'informatique familiale. Et ce, suite à son rachat par Jack Tramiel lors du fameux crash américain du jeu vidéo en 1983. Mais le rouleau compresseur IBM PC avait détruit peu à peu tous les espoirs de la firme de Sunnyvale, tandis que sa gamme d'Atari ST s'éteignait à petit feu. Ce fut donc dans un dernier sursaut qu'Atari mit en marche deux projets de machines en 1991. Deux projets de machines qui s'avéraient être deux nouvelles consoles. Le but d'Atari était alors de contrer la suprématie japonaise. En effet, à cette époque, la Mega Drive de Sega et la Super Nintendo avaient complètement relancé le marché des consoles aux États-Unis. Ainsi, Atari finança deux projets de chez Flair Technologies. D'un côté, la Panther, une console 32 bits, et de l'autre, un projet autrement plus ambitieux, celui d'une machine possédant un processeur RISC en 64 bits, la Jaguar. La Panther, jugée trop peu puissante, fut mise au placard. Et ce fut donc en 1993, 10 ans après le crash, que débarqua une nouvelle console américaine. La campagne publicitaire s'appuyait sur le fait qu'il s'agissait d'une console entièrement américaine, fabriquée par IBM pour Atari. Mais les annonces insistèrent surtout sur sa puissance supposée. Ainsi, au temps où le marketing comparait les machines selon le nombre de bits que possédait le processeur central, Atari s'y employa également. Face aux consoles 16 bits présentes sur le marché, la firme américaine proposait une machine dotée non pas d'un 32 bits, comme les IBM PC de l'époque, mais de bien mieux encore. Atari proposait carrément un saut de génération en annonçant une puissance 64 bits à portée de main. Mais pour mieux comprendre cette démarche, il est important de faire un petit retour en arrière. Ainsi, en 1985, le succès de la NES marqua le retour des consoles. Et avec ce retour au premier plan, une guerre marketing des chiffres fit rage, celle des bits. Un bit est l'unité de base en informatique. 8 bits correspondent à un octet. La NES et la Master System étaient des consoles 8 bits, car leurs processeurs respectifs traitaient l'information par bloc d'un octet. La PC Engine était, elle, un cas particulier. Possédant pratiquement le même processeur central que la NES, mais cadencée à une fréquence plus rapide, elle était néanmoins dotée d'un coprocesseur graphique traitant les informations sur 16 bits. Elle fut d'ailleurs renommée TurboGrafx 16 aux États-Unis, également pour des raisons marketing. De son côté, la Mega Drive alla jusqu'à afficher ses 16 bits sur sa coque et, pour aller dans l'absurde, la Neo Geo était, selon SNK USA, une console 24 bits. Mais la manière la plus juste de catégoriser un processeur est avant tout de se baser sur ses registres généraux, c'est-à-dire la partie mémoire des processeurs où se déroulent les principaux calculs. Et en suivant cette logique, on peut donc classer une machine selon son processeur central. La Jaguar possédait 3 puces. Un processeur central 68000, TOM, une puce contenant 3 processeurs, le GPU, le blitter et l'object processor. Et pour finir, Jerry, un DSP presque entièrement dédié à la génération du son. Le 68000 processeur 1632 bits faisait office de chef d'orchestre. Initialisé au démarrage, il transmettait aux autres processeurs les programmes à faire tourner. Cadencé à 13,3 MHz, ce CPU était aussi utilisé dans la Neo Geo et la Mega Drive. TOM se composait, lui, de 3 processeurs. Le premier était un processeur graphique. Doté d'une architecture RISC 32 bits et cadencé à 26,6 MHz, il se chargeait de générer les graphismes. Ce processeur était secondé dans sa tâche. D'abord par le blitter, qui lui permettait de déplacer des blocs mémoire extrêmement rapidement. Et ce, afin d'effectuer des rotations, tracer des lignes, mais aussi de supporter des calculs et effets 3D, comme le Gouraud Shading ou le Z-Buffering. Puis, l'object processor servait lui à gérer le positionnement et la taille des objets à l'écran, comme les sprites. Il est à noter que ces deux derniers processeurs graphiques calculaient en 64 bits. Jerry était lui un processeur 32 bits dédié à l'audio, mais qui, en tant que DSP, pouvait être utilisé pour d'autres calculs.
Cette architecture permettait d'obtenir un vaste choix de possibilités de programmation, mais à un certain prix, celui de la complexité. Il fallait en effet gérer jusqu'à 5 composants en parallèle. Et ce, en sachant que seuls le 68 000 étaient alors connus des programmeurs. La programmation d'un jeu devenait alors un véritable numéro d'équilibriste, une tâche guère facilitée par un kit de développement buggé. Néanmoins, certains jeux réussirent à exploiter les ressources de la Jaguar, comme Alien vs Predator, Rayman, qui fut créé nativement pour cette console, ou encore Iron Soldier et son brillant moteur 3D. Encore aujourd'hui, la question demeure pour certaines personnes, était-ce une console 64 bits ? Pour les spécialistes, la Jaguar reste avant tout une machine majoritairement 32 bits, de par son processeur et ses 2 coprocesseurs. Et même si certaines de ces parties graphiques pouvaient effectivement manipuler des données en 64 bits, cette légende s'est surtout construite par le biais du marketing. Malgré sa campagne publicitaire, la Jaguar connut de faibles ventes et ne put être exploitée au maximum de ses capacités. De nos jours, certains homebrew tentent néanmoins de faire revivre la puissance du fauve. Comme avec cette adaptation d'Another World qui se permet le luxe d'avoir un mode en 60 images par seconde. Avec sa puissance et sa sortie entre 2 générations, la Jaguar aurait pu tirer son épingle du jeu. Mais cette ultime pirouette ne sauva pas Atari, dont le destin fut scellé par cet échec commercial. Un constat bien amer pour cette compagnie qui fut la première à populariser les jeux vidéo auprès du grand public. Quant à son marketing basé sur le nombre de bits, malgré l'échec de la Jaguar, de nombreux constructeurs continuèrent de l'employer par la suite. Mais ça, c'est une autre histoire.